Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Ouvrons les portes du vestiaire pour jaser sénateur à Julian McKenzie du magazine The Athletic. Attitré à la couverture des sénateurs pour The Athletic, on lit fréquemment dans le New York Times. Également auteur du livre Black Aces, Parlons franchement sénateur avec Julian McKenzie. Faudrait que j'appelle une maquilleuse parce que là, je viens de me rendre compte que ça chaîne pas mal ici. Ouf, une région déboisée du front. Ah, diantre de Batatla. Disons bonjour à Julian McKenzie, The Athletic. Maquillage? As-tu ça dans ton budget? Moi, chercher dans le fond de mes tiroirs un budget de c'est fond de beaucoup tiroir. de jobs. C'est beaucoup de jobs pour Michael à faire quand même. T'as déjà comme partenaire, comme producer, comme météo, Mick, puis tu veux qu'il batte le front avec du foundation ou quoi? Ouais, Like? ça va prendre du plastrage, une job de plastrage. C'est peut-être un peintre que m'en Oh avoir ben besoin. non! C'est pas trop de trouble pour ça, Nico. Come on. Aïe, aïe, aïe. Trêve de plaisanterie. Parlons un peu de choses plus sérieuses. Une chose plus sérieuse, c'est le retour possible de Brady Tkachuk. Il était d'entraînement aujourd'hui sur la glace en chandail non-contact. Dans son podcast Wingman, il a bien dit qu'il encercle la date de la Thanksgiving jeudi prochain. C'est positif de voir ça, puis de le voir énergisé comme ça. Watch out le numéro 7 quand il va marquer son premier but. Oh yeah! De le voir que Brady Tkachuk utilise son plateforme du Wingman, son podcast, à faire des petits updates comme il a dit aujourd'hui, comme ça semble que ça va être un gros podcast pour tout le monde à faire à avoir de l'attention dessus. Mais je pense pour le voir, Brady à l'entraînement la semaine dernière, il avait toute son énergie, il avait le bâton dans son main droite. Moi, j'attends qu'il retourne à ces jours-là. Est-ce que ça veut dire qu'il peut se retourner contre Vegas le jour avant de l'Action de grâce? Est-ce que c'est le jour après où il est supposé où les sénateurs jouent les Blues de Saint Louis? On sait, grâce à son podcast, qu'il va prendre du temps avec son famille, il va passer le jour avec sa famille, et ça serait une belle surprise pour tout le monde que après ton jour avec ta famille à la maison, tu peux jouer à la maison avec tes coéquipiers pour la première fois depuis une couple de semaines. Et juste pour être vraiment sérieux avec cette équipe, où on sait qu'il se trouve dans une assez bonne position, même sans Brady Tkachuk, même avec les troupes quand on parle de la position du gardien de but, on s'est parlé bien sûr beaucoup avec leurs unités spéciales. On sait que l'avantage numérique a pris un petit dip dans les derniers matchs, puis leur match, excusez-moi pas leur match, mais leur travail au désavantage numérique a commencé à s'améliorer un peu, mais quand même, on le voit dans les derniers rangs dans la Ligue nationale, de voir que les sénateurs sont faits assez bien avec tous ces problèmes avec l'équipe, d'avoir un gars comme Brady faire son retour dans l'alignement quand ça va se passer, ça va être un bon boost pour cette équipe. Aïe, aïe, aïe. Vivement le retour de Brady Tkachuk. On va voir. Lui arrive, là, cette équipe-là passe à l'échelon supérieur. Là. Qu'elle soit capable de performer et de faire partie des meilleures équipes de sa division au moment où on se parle, l'ajout d'un numéro 7, t'as pas le choix de penser que cette équipe-là va gravir plusieurs échelons. Là. Yeah, non, on sait l'importance pour un gars comme Brady Tkachuk sur cette équipe, mais encore de voir que des gars comme Tim Stützle, comme Drake Batherson, Shane Pinto, de voir que leur côté offensif, il s'est continué les derniers matchs sans Brady. C'est vraiment un développement positif avec cette équipe, même quand on compare à l'équipe qui a joué l'an dernier où on disait qu'il y en avait des problèmes à marquer des buts et jouer à 5 contre 5, je veux dire, de voir que l'équipe s'est trouvée dans une position où ils trouvent des façons à marquer des buts et de jouer vraiment bien à l'offensive sans Brady, ça fait du bien. Parle-moi maintenant de Linus Ullmark. On a 7 matchs à jouer dans ce voyage-là. En ce moment, il a 15 départs sur 19 matchs pour son équipe. Le partage, justement, devant les filets dans ce voyage-là se fait à quel niveau? Combien de matchs tu donnes à Ullmark? Dans les prochaines 7, au moins 4 ou 5. Comme c'est ton gardien numéro 1 et c'est un gardien où je pense dans ses derniers matchs, il commence à trouver un peu d'un rythme.
Mais Levi Merlainen aussi s'est trouvé dans une position où il commence à trouver d'un rythme aussi. Alors, si je regarde les prochains matchs, on peut commencer avec les prochaines trois où tu as Anaheim, tu as San Jose, puis tu as Los Angeles. J'attends où Levi Merlainen peut-être un de ces matchs-là. Je pense que ça va être un peu plus possible de le voir. Si je regarde le trip, je pense que le match contre Saint-Louis le vendredi à 4 heures, je pense que ça serait possible de voir Anaheim demain, San Jose de samedi, puis les Kings à lundi. S'il faut que je choisis un de ces matchs-là, peut-être Levi joue contre les Kings le lundi, puis tu laisses Linus Ullmark à jouer demain, puis le samedi contre les Sharks. Alors, je pense pour moi, si Levi Merlainen joue au moins 2 matchs à ce road trip, ça le ferait du bien parce que c'est un gardien de but où, bien sûr, les sénateurs veulent qu'il joue. Un gars assez jeune qui continue de développer comme gardien de but. Et ça fait rien pour lui de s'asseoir sur le banc le temps entier durant ce road trip. Alors, s'il joue 2 ou 3 fois, je pense que ça fait du bien pour lui. Puis tu donnes du reste au gars comme Linus Ullmark sans le trouver dans une position où il joue assez pas trop de retrouver son rythme. Pourquoi j'en parlais? C'est parce que là, au moment du quart de la saison qu'on atteint maintenant, en 19 matchs, il a joué dans 78% des rencontres. Ça veut dire qu'au terme de la saison, il aura joué, si on continue à ce rythme-là, 64 matchs. Est-ce que c'est vraiment soutenable, considérant qu'on revient encore avec cette statistique-là? Il n'a jamais joué plus de 49 rencontres dans une saison. Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie, selon toi? Ben, non, mais et pas juste avec l'histoire, avec les Ullmark. Si tu regardes les autres gardiens de but dans la Ligue nationale, on trouve beaucoup plus des équipes qui essaient de trouver des façons à avoir leur gardien de jouer peut-être 55 matchs, peut-être 60 au maximum. Moi, je me souviens quand j'étais à Calgary, quand il avait Jacob Markstrom, il avait encore Dan Vladar. Ils trouvaient une façon d'avoir leur gardien de but à trouver des façons de jouer moins que 60 matchs par saison, même si Jacob Markstrom, c'est un gardien un peu plus vieux que Linus Ullmark, de trouver une façon de réfléchir ton gardien de but, de les garder au top niveau possible jusqu'avant les séries éliminatoires. C'est bon de le faire avec ton gardien. Et au même temps, quand j'étais à Calgary avec un gars comme Dan Vladar qui est encore assez jeune, même s'il est encore à Philadelphie, de trouver des façons à avoir la confiance en lui et de trouver une façon de le voir jouer plus de matchs. C'était une stratégie que les Flames ont essayé de faire. Et la raison pourquoi je l'apporte ça, c'est l'expérience. C'est une autre équipe, c'est un autre exemple. Avec une équipe comme les Sénateurs, où même si l'équipe a du confiance comme un gars comme Linus Ullmark, je pense que c'est une équipe qui veut que leur gars, Levi Merlainen, trouve des façons à jouer des matchs. Et c'est un gars où, dans ses derniers matchs pour l'équipe, il s'est joué assez bien. Je sais que le match contre les Sabres de Buffalo n'a pas passé bien. Son camp d'entraînement n'a pas passé trop bien aussi. Mais si Levi Merlainen continue à jouer au niveau qu'on s'est vu aux 2 ou 3 derniers matchs pour lui, pour moi, ça fait du sens de le voir un couple de fois, pas juste avec ce road trip, mais de voir un gars qui peut jouer 25-30 matchs. C'est un gars où, je pense pour l'équipe, c'est un jeune gars où l'équipe a beaucoup de confiance en lui. Et quand on regarde les tandems dans la Ligue nationale et de voir que c'est pas le norme maintenant d'avoir un gardien de but qui joue comme 65 matchs par année. Alors, je pense que ça fait du sens s'il trouve une façon d'avoir Levi Merlainen dans plus de matchs. Dans The Athletic, tu as fait un plaidoyer pour la participation de Jake Sanderson avec l'équipe américaine. On aura la confirmation, évidemment, des équipes au mois de janvier prochain pour les prochaines Olympiades. Un autre qui fait partie certainement des joueurs qui sont sur la bulle, Shane Pinto. Comment ces deux-là, certainement, méritent-ils, selon toi, de représenter leur pays aux prochaines Olympiques?
Ben, Jake Sanderson, c'est un gars qui s'est fait annoncer pas juste aux fans américains, mais à la Ligue nationale entière Ouais. avec son jeu à l'offensif et au défensif. On sait comment il s'est joué vraiment bien avec un Artem Zoub comme défenseur de premier paire avec les Sénateurs. Et je pense que sa performance aux Quatre Nations avec les États-Unis, si tu es le groupe qui est en charge de l'équipe, c'est quelque chose que tu dois considérer pour un joueur au niveau de Jake Sanderson. Puis Shane Pinto, avec les États-Unis, il était sur l'équipe qui était au championnat mondial ce passé au mois de mai, qui a gagné la médaille d'or avec les États-Unis. Et de voir que Shane Pinto continue à jouer à un haut niveau, on sait avec le contrat qu'il a signé la semaine dernière, il y a une bonne raison pour ça. Je pense que ces deux joueurs-là ont vraiment fait des bonnes arguments de les avoir sur l'équipe. Si tu veux un gars comme Pinto qui peut jouer à des avantages numériques, qui peut aller contre les meilleurs joueurs des autres équipes, qui peut jouer sur un troisième trio, un quatrième trio pour une équipe comme les États-Unis, c'est un gars qui fera beaucoup de sens. Puis Jake Sanderson, c'est un gars, si tu veux sur un deuxième paire, un troisième paire, ça fait du sens pour les États-Unis. Il faut qu'on se regarde avec les blessures aussi, comme Charlie McAvoy, par exemple. Il s'est eu une opération aujourd'hui. Comme si c'est un gars qui peut pas être disponible pour les Olympiques, par exemple, un gars comme Jake Sanderson, l'argument de le voir sur une équipe comme les États-Unis, c'est un peu plus fort avec la santé des autres joueurs à l'arrière pour les États-Unis. Avant de te laisser, toujours dans le magazine The Athletic, un article fort intéressant. En fait, c'est le retour du trade board de Chris Johnson, ton bon ami, le Chris Johnson Show. D'ailleurs, un joueur qui est ressorti du lot pour moi, c'est à la position numéro 25, mon cher ami. Ouh. Morgan Riley, défenseur. Ah ben là, j'ai pas le choix de dire. C'est un gaucher, on a besoin d'un gaucher. 7,5 millions de dollars jusqu'à la saison 29-30, à moins de me tromper. Monsieur Julian McKenzie, est-ce que c'est le genre de marché que ça prend pour une transaction monstre de la part de Monsieur Staios? Est-ce que c'est le joueur qu'on doit viser? Je suis assez surpris que tu as regardé la liste puis tu as regardé en dessous à numéro 25. C'est pas un shade à Morgan Riley, mais je pense que, au moins si tu parles aux fans des Leafs, c'est un gars où peut-être il aimerait avoir une autre équipe prendre son contrat. Je pense qu'il n'est pas au même step Julian, à sa tout position. d'abord, je vais dire une chose sans vouloir t'interrompre. À ce Ouais. moment-ci, on va dire une chose. Who cares about the Maple Leafs fans? Let's go! Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il faut que je mentionne ça parce que je sais où l'audience est pour le podcast du Chris Johnston Show. Mais je veux dire que je suis assez surpris pourquoi Morgan Riley était un nom que tu choisis parce que pour moi, les Sénateurs ont besoin d'un gars offensif qui peut marquer des buts. Puis, si tu regardes la liste, de voir un gars comme Steven Stamkos en numéro 2, pour moi, je pensais que ça serait ton gars. Parce que pour moi, j'entends des personnes qui disent comme hey, peut-être un gars comme Steven Stamkos, il est vieux. Ça a l'air pas que ça semble pas bien à Nashville. Comme on regarde l'équipe des Prédateurs, comme regarde les centres qu'ils possèdent, comme ils n'ont pas comme un gros numéro 1 centre qui a des capacités à jouer avec un joueur au niveau de Steven Stamkos. Je sais qu'il est 35 ans. Il est à l'âge de 35. Mais imaginez Steven Stamkos avec un gars comme Tim Stützle sur le premier trio. Et c'est pas comme un vrai gros changement à faire. Comme Drake Batherson, tu peux le mettre sur un deuxième trio avec un Dylan Cousins comme centre. Puis, si tu trouves une façon à Nashville, il peut retenir un portion du salaire du Steven Stamkos. Peut-être ça pourrait faire du sens. Mais la seule chose, c'est juste que faut que tu fasses ton travail, ton homework, si tu es une équipe comme les Sens qui sont intéressés comme un Steven Stamkos, et voir vraiment quels sont tous les facteurs qui résultent avec son performance à maintenant avec les Prédateurs. Mais pour moi, je pense que il y a un plus gros demande, si je suis les Sénateurs, à trouver un autre marqueur, à trouver un autre attaquant comparé à un autre défenseur. Je sais qu'ils ont besoin de plus de grossesse à l'arrière, mais pour moi, si je suis l'équipe des Sénateurs, si je suis Steve Staios, je pense qu'il y aura un plus gros boost pour mon équipe d'ajouter un attaquant. Et je peux changer mon avis demain peut-être, mais de regarder le Big Board à maintenant et de connaître la qualité de joueur que Steven Stamkos possède, on s'est vu avec le Lightning de Tampa Bay comme
pour moi, j'étais assez surpris que tu as regardé à Morgan Riley. Et puis encore, c'est pas comme un slight à Morgan Riley. Comme c'est juste assez surpris, Nico, que tu as regardé la liste et tu as dit comme hey, Morgan Riley. Oh yeah! Quand tu frappes sur le bureau, tu dis comme hey, Morgan Riley, c'est le gars numéro 1 pour Ottawa. I want this guy. Mais hey, on peut ajouter un Stamkos aussi, pas de problème. La liste d'épicerie est longue comme ça. Il y a une raison pourquoi on regarde et on écoute The Athletic, parce que c'est un magazine tellement intéressant et avec des membres comme ceux-là qui s'appellent Julian McKenzie, on peut pas faire que passer du bon moment. Passe une bonne fin de semaine, mon ami. On te lit dans le The Athletic, sinon 2 fois avec nous autres dans le vestiaire. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.